Gentiment. Donc ce soir, on est là pour un débat avec trois jeunes dames. Machallah. Et en fait, ce soir, ça serait sur le débat de l'entrepreneuriat. Donc, on a Jaouba qui est ici. Jaouba. On a Amel et on a Sabrina. Je vais vous laisser se présenter pour un premier temps. Et après, on fera vous pourrez poser les questions que vous avez envie. On part sur ça ? Bonsoir. Alors moi c'est Jaouba, j'ai 33 ans. Je suis maman de 4 enfants et je suis dans l'entrepreneuriat depuis 10 ans. Donc j'ai une entreprise de vente de cosmétiques naturels. Et voilà. Donc de base je ne suis pas du tout du domaine du commerce, je suis infirmière. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions en plus sur le parcours. Et en fait, c'est dans quoi est-ce que tu peux expliquer dans quoi sont basés tes cosmétiques et tout ça ? Je fais tout ce qui est huile, masque, gommage, shampoing, tout ce qui est les soins naturels en fait. Et donc je travaille avec des laboratoires, des coopératives locales. Et vraiment moi je me spécifie dans tout ce qui est naturel en fait. Et du coup j'ai pas de boutique physique, j'ai un site internet et je fais les salons, les événements. Merci. Ensuite, on va passer à Amel. Amel qui est dans la pâtisserie sucrée, donc tout ce qui est univers sucré. Je te laisse te présenter. Bonsoir, moi du coup c'est Amel ici. Je suis la fondatrice de AD Gourmandise, j'ai 21 ans. J'ai du coup fondé mon entreprise depuis le mois de décembre dernier. J'ai pas de boutique physique non plus. Je fais tout ça à la maison, chez moi. Et du coup, pour commander, c'est uniquement via les réseaux, etc. J'ai pas de site internet non plus. Et puis, je suis spécialisée dans tout ce qui est pâtisserie française et américaine. Voilà. Merci. Ensuite, on va passer à Sabrina. Bonsoir. Alors, donc moi, c'est Sabrina. J'ai créé l'entreprise Sabheart, qui est une entreprise en fait dans la naturopathie. Je suis devenue naturopathe après un parcours dans la fonction publique. Donc j'ai travaillé pendant presque 20 ans. Et puis j'ai eu un certain déclic. Je vous l'expliquerai si ça vous intéresse et si vous avez des questions à ce sujet. Donc qu'est-ce qu'un naturopathe déjà, peut-être pour vous le dire, puisque tout le monde ne sait pas ce que c'est. Donc en fait l'idée c'est de amener les personnes à retrouver la santé ou à maintenir la santé avec des méthodes naturelles. C'est-à-dire que j'essaye d'éduquer les gens à leurs besoins physiologiques, parce que souvent, la maladie vient du fait que finalement, on ne respecte pas nos besoins, notamment la vie qu'on a, qui est hyper stressante, etc. Et donc, je me suis spécialisée auprès des mamans qui ont un enfant avec un trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité, le TDAH. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et donc, en fait, c'est mon expérience de maman, puisque c'était le trouble de mon fils aîné, qui m'a donné cette envie, en fait, de transmettre à mon tour ce que j'avais expérimenté depuis 20 ans. Mon fils a 20 ans aujourd'hui. Et donc, j'accompagne les mamans. J'ai un coaching de groupe, j'ai un programme à 360 degrés où je les aide, en fait, à agir au niveau interne, en améliorant le fonctionnement cognitif, en fait, de leur enfant, et aussi en leur donnant les clés éducatives, puisque ces enfants-là ont une singularité cognitive qui fait qu'on ne peut pas les éduquer avec, si vous voulez, les principes lambda qui peuvent s'appliquer à tout type d'enfants. Donc voilà un petit peu pour résumer brièvement un petit peu ce que je fais. Alors j'ai choisi de ne pas travailler en cabinet, c'est volontaire. Moi je me suis développée aussi sur les réseaux, donc c'est vrai qu'on a un point commun toutes les trois. Mais moi, mon objectif, c'est d'être libre géographiquement, donc je ne souhaitais pas en fait m'implanter localement. Donc c'est vrai que ma clientèle à moi, elle est répartie sur tout le territoire, et aussi j'en ai pas mal à l'étranger, en Belgique, en Suisse, au Maghreb, au Canada. Et donc c'est un choix en fait de ma part. C'est aussi l'intérêt de l'entrepreneuriat. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Voilà, je pense qu'on a eu 3 belles présentations. Donc on va passer aux questions. Si vous avez des questions, vous me dites et je viendrai à vous en fait pour pouvoir poser les questions. Moi j'ai une
question pour la sœur Diomba, c'est ça? Oui. D'accord. Donc tu avais dit que tu étais infirmière. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes convertie à tout ce qui est produits cosmétiques? C'était quoi le déclic pour vous? Et comment de l'infirmerie, de ce domaine médical, à tout ce qui est cosmétique, bien-être? Alors moi j'ai un parcours un peu particulier. Donc du coup moi j'ai été diplômée infirmière à 21 ans et j'ai eu mon premier enfant pendant mes études. Et à la fin de mes études, en fait, je voulais tout simplement rester avec ma fille à la maison et faire une activité de chez moi. Donc du coup, quand j'ai été diplômée, je suis restée... quand j'ai été diplômée, je me suis occupée de ma fille. Et quand elle a eu 3 ans, j'ai voulu faire une activité qui m'animait et en même temps qui me permettait de rester avec ma fille, ce que je voulais. Et donc c'est pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et que j'ai choisi un thème qui m'animait de base. J'étais passionnée par tout ce qui était cosmétique. Donc en tant que consommatrice, en tant que convaincue. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise sur ce thème-là. Mais actuellement, je suis aussi salariée infirmière. Donc j'ai un pied dans le salariat et un pied dans l'entrepreneuriat, mais c'est venu bien plus tard, on va dire. Et donc du coup, pour pouvoir combiner les deux, je suis infirmière intérimaire. Ce qui me permet de choisir mes jours de travail, mes endroits de travail, mes horaires et tout ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi. Oui. Merci. Toujours pour vous. Je voulais savoir cet appui. Plus proche. C'était pour quel type de choses? Vous avez parlé de vous travailler avec des gens, et c'est des gens qui viennent de partout. Alors moi je vise toutes les pigmentations, donc vraiment c'est pas un public particulier, donc c'est pour toutes les femmes et même tous les hommes. Après c'est vrai que ma cible est plus basée sur les femmes forcément, mais je ne vise pas une pigmentation particulière ou un type de cheveux particulier, c'est vraiment général. Et donc du coup les coopératives avec lesquelles je travaille, elles sont principalement d'Afrique et d'Asie. N'hésitez pas, hein, c'est le moment d'avoir des pistes. Vous aussi, si vous voulez vous lancer, si vous voulez créer votre propre activité, je pense que c'est le moment. Vous avez trois jeunes femmes qui sont là pour répondre à vos questions. Moi, j'ai une question à vous poser. Quel conseil vous pouvez donner aux femmes? Parce que les femmes, elles ont tendance à avoir du mal à se lancer, alors qu'ils ont beaucoup de capacités, beaucoup de choses qu'ils peuvent faire. Mais ils n'ont pas confiance en eux, on a l'impression qu'ils n'ont pas confiance en eux et ils ont peur de se lancer. C'est-à-dire, quel conseil vous pouvez donner aux femmes? Moi, ce que je leur dirais, c'est croyez en vous. On a toutes des capacités. Comme je dis, il n'y a personne qui est nul, il n'y a personne qui ne sait rien faire. On a toutes des capacités. C'est pas forcément, ça peut être, regardez, on a 3 profils totalement différents. Ça peut être de la prestation de service, ça peut être de la création, ça peut être de la vente. On a toutes des capacités quelque part. Donc, moi, ce que je dirais, c'est qu'à partir du moment où vous avez vraiment l'envie, vous n'avez rien à perdre à essayer, en fait. La même chose, hein, croire en soi. Moi, personnellement, avant, pareil, je n'avais pas confiance en moi, quoi que ce soit. Moi, je dirais que ce qui a fait que je me suis lancée, c'est justement, entre guillemets, je me suis fait avoir avant. Parce que justement, je voulais m'associer à quelqu'un. Et du coup, ça ne s'est pas fait du tout. Et c'est là que je me suis dit, au fait, autant faire les choses par soi-même. Et je gagne beaucoup plus à être seule, finalement, qu'avec n'importe qui. Alors moi, je dirais déjà bien choisir son conjoint. Parce qu'on n'y pense pas, mais la charge mentale des femmes fait que aussi c'est plus difficile pour elles de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est une réalité. Hein. Après, la peur, qu'on soit homme ou femme, on l'a toujours quand on est face à l'inconnu. Mais je dirais que plus une femme est soutenue au niveau déjà de son foyer, au niveau de toutes les charges qui lui incombent, plus ce sera facile pour elle de se lancer. Parce que, évidemment, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, il faut être soutenu. Et c'est ça la difficulté, c'est que si on n'a pas une famille où il y a des gens qui font l'entrepreneuriat, eh bien ça va faire peur, puisque c'est une voie nouvelle, c'est une voie qui n'a pas été encore explorée. Donc en général, souvent les proches, malgré eux, en voulant bien faire finalement, ils vont freiner cette envie d'entrepreneuriat. Donc j'ai envie de dire, il y a tout ça qui joue aussi, et puis
j'ai envie de dire, aujourd'hui, on a la chance, finalement, parce qu'on critique les réseaux sociaux, mais ils ont aussi des bons côtés. C'est qu'aujourd'hui, c'est accessible. Aujourd'hui, on a des lieux comme Game of War, par exemple. Voilà, moi, quand j'avais l'âge des demoiselles, ce genre d'endroit n'existait pas. Clairement, on n'avait pas de lieu ressource où on pouvait rencontrer des gens qui avaient déjà fait ce chemin-là. Et ça, c'est ce qui nous a manqué. Donc aujourd'hui, c'est génial que ce type d'endroit-là existe, parce que c'est un lieu ressource qui permet de rencontrer des gens qui ont déjà emprunté un chemin que nous-mêmes, on s'apprête à emprunter, qui n'est pas un chemin facile, mais qui est un chemin passionnant. Et en fait, c'est ça, c'est de comprendre que l'entrepreneuriat, c'est comme une randonnée, en fait. Il y aura des moments où vous allez être plus rapide que d'autres, il y a des moments où vous allez avoir besoin de vous reposer et vous serez moins rapide. Ça fait partie, en fait, du processus. C'est ça, il faut accepter. C'est un processus qui n'a absolument rien à voir avec le salariat, au final. Moi, j'ai une question pour toutes les trois. Donc, pour vous, quels sont les inconvénients et les avantages de l'entrepreneuriat? Alors moi, déjà, je dirais, le premier avantage de l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Et pour moi, personnellement, c'est une valeur haute, donc la liberté, pour moi, ça n'a pas de prix. Moi qui sors de 20 ans de fonctionnariat, certes, j'avais la sécurité financière, j'avais un emploi stable, qui est soi-disant, qui est considéré comme une soi-disant sécurité, mais en réalité c'est faux parce que la sécurité au détriment de la liberté, ça ne donne pas d'épanouissement. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai vécue. Donc pour moi, c'est le principal avantage, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai personne qui décide à ma place à quelle heure je me couche, à quelle heure je me lève, à quelle heure je mange, à quelle heure je travaille. Je le décide toute seule comme une grande, et ça fait un bien fou. Ensuite, l'inconvénient, j'ai envie de dire, toute qualité a son revers. Hein. Forcément, on est libre, donc on est aussi seul. Et c'est pour ça que je parlais de soutien. C'est-à-dire qu'on va mener son bateau tout seul, en fait. Et donc, il va falloir développer des ressources pour arriver à ce que ce bateau puisse naviguer et tenir dans la durée. Parce que c'est pas le tout de lancer une entreprise. L'objectif, c'est qu'ensuite, elle dure dans le temps. Donc, je dirais, c'est les deux choses qui me viennent en tête maintenant. Moi, en vrai, pareil, la liberté en premier. Moi, c'est ce qui vient tout de suite dans ma tête. La liberté, parce que, par exemple, moi, je suis pâtissière. Si je travaille pour un patron, le frein que moi j'avais, en tout cas, c'était que moi, je suis créative. Et j'aime bien faire des goûts qui changent, des choses qui changent un peu. Pas ce qu'on voit en général, le chocolat, café, tout ça. Et le fait de travailler pour un patron, même si tu vas lui proposer finalement ton idée, ta créativité, le patron va pousser en mode non et tout, non ça sert à rien, etc. Et finalement t'as pas cette liberté-là de te lâcher alors que la pâtisserie c'est vaste. Et moi c'est ça que j'aime. C'est ça qui fait que je travaille pour moi. Après, l'inconvénient, je dirais qu'on est facilement débordé parce qu'en tant que micro-entrepreneuse, tu as toutes les casquettes. En fait, tu dois gérer les réseaux, tu dois gérer les commandes, tu es en production, tu dois gérer les messages, les ci, les ça. Et ça, par contre, c'est le seul inconvénient. Après, il faut déléguer, hein. Mais quand tu es micro-entrepreneuse, tu ne peux pas forcément au début. Mais pour moi, c'est ça l'inconvénient et l'avantage. Bon, je ne vais pas répéter ce qu'elles ont dit, mais voilà, je pense qu'on a pas mal de choses en commun, surtout qu'on est toutes des femmes. Moi, je trouve l'avantage, c'est vraiment de faire quelque chose que j'aime, qui m'anime, où j'ai une totale liberté dans le sens où je veux tester un nouveau produit, je vais le proposer facilement. Je suis maître dans mon lieu de travail, on va dire. Je suis maîtresse. Et l'inconvénient, moi je parle en tant que maman de famille nombreuse, c'est que faut être très organisé. Il faut être très organisé et surtout, c'est bien parce qu'on a aussi des hommes ici. Et quand elle parlait de soutien, quand on travaille de chez soi, souvent on se dit comme tu es à la maison, tu es à la maison. Alors que quand tu as un espace de travail à l'extérieur de la maison, on a plus l'impression que tu travailles. Alors qu'au final, tu es chez toi, mais tu travailles aussi. Et c'est pour ça que je trouve que ça, c'est un petit inconvénient. Après, c'est, voilà, comme on dit, on ne peut pas tout avoir. Mais je dirais qu'il faut être vraiment très organisé et arriver à se donner des temps de travail où on arrive à gérer toutes les casquettes, en fait. Parce que c'est vrai que des casquettes, on en a plein en tant qu'entrepreneur. Et après, c'est aussi un avantage parce que ça développe beaucoup de capacités. On développe, on apprend à connaître de nous-mêmes des capacités qu'on n'aurait jamais pensé avoir en fait. Et voilà. Et l'inconvénient aussi, moi personnellement en tout cas pour mon travail, je peux pas faire d'arrêt maladie.
Moi, je prends une commande de pièces montées, je suis malade, je suis obligée de le faire. Parce que la commande, j'ai pris à 6 mois, bah, j'ai pas le choix. La personne, elle s'en fout, j'ai le Covid ou pas le Covid. Et du coup, bah, ça, par contre, c'est un gros inconvénient, je dirais. C'est qu'on peut pas faire d'arrêt maladie. Alors là, je vais apporter une nuance. Mais là, c'est la naturopathe qui parle. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancée, j'ai entendu beaucoup d'entrepreneurs dire, voilà, au début, quand tu commences, tu vas travailler 15 heures par jour, tu vas pas compter tes heures, tu n'auras pas de week-end, etc. Moi, je me suis dit que j'allais pas faire comme ça. Tout simplement parce que moi, j'ai conscience que ma santé, c'est le premier capital de mon entreprise, en fait. Donc si moi, je ne tiens pas la route physiquement ou psychologiquement, ou alors les deux, eh bien mon entreprise, elle n'avance plus. Donc moi, j'ai décidé plutôt d'aller vers le slow entrepreneuriat, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat, mais à mon rythme. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais me mettre au service de mon entreprise, c'est mon entreprise qui va se mettre à mon service. Parce qu'à la base, c'est quand même pour ça qu'on l'a créée. Après, je comprends ce qu'elle veut dire parce que au début, il y a aussi cette excitation, tout est nouveau, on est maître dans notre royaume en quelque sorte, mais très vite, le royaume peut devenir une prison. Et c'est pour cela que, en ce qui me concerne, en tout cas, je me suis fixé des limites à ne pas dépasser, et des fois, j'ai du retard, etc. Mais c'est pas grave, ma santé est prioritaire parce que je sais que c'est mon outil de travail, mon corps et ma tête est mon outil de travail. Donc, j'en ai besoin. Et je considère que on peut travailler intelligemment. Travailler intelligemment, c'est pas forcément travailler plus dur, parce que ça, c'est aussi très français. Dans les pays anglo-saxons, il y a quand même moins ce truc, mais en France, le travail est associé à la souffrance. Il faut qu'on souffre, il faut qu'on ait l'air vraiment malheureux, quoi. Et là, on a l'air vraiment de bosser, quoi. Et à un moment donné, moi, j'ai dit non à ce truc-là, puisque je l'ai vécu quand même pendant 20 ans dans l'administration. Donc, moi, j'estime que non, je peux travailler à mon rythme, en travaillant peut-être plus efficacement, mais en tout cas avec un rythme qui ne va pas me pénaliser moi dans ma santé en fait physique ou psychologique. J'ai une question, bonjour. Ma question c'est au-delà de la liberté, qu'est-ce que vous trouvez de négatif dans l'entrepreneuriat? Parce qu'il y a toujours un côté où ça j'aime pas ça, mais c'est impératif, il faut que je le fasse. La comptabilité, moi aussi, c'est la première chose qui me vient. La compta, la partie administrative. Moi, par exemple, je suis dans l'échange humain. J'accompagne des personnes, j'accompagne des femmes, j'accompagne des mamans. Donc moi, c'est ça, mon cœur de métier, c'est ça qui me fait kiffer, en fait. Par contre, c'est clair que quand je suis toute seule en train de rédiger des trucs, faire de l'administratif, la compta, je prends aucun plaisir. Donc on va pas se mentir. Mais voilà, ça fait pour l'instant partie des choses que je suis obligée de faire. Mais après, c'est vrai que l'idée, c'est que plus l'entreprise va se développer, plus on va pouvoir déléguer ce type de tâches ingrates qui finalement fait perdre plus de temps qu'autre chose, puisque de toute façon, j'ai pas de plus-value finalement à faire ça. Ma plus-value, elle est dans le contact humain que j'ai avec les gens que j'accompagne. Moi, du coup, je dirais la comptabilité. Tout ce qui est paperasse, en fait, ça, c'est la galère. Et la phobie des courses aussi. Franchement, les courses toutes les semaines. Bon, ça y est, j'en ai marre. Ça, c'est vraiment le gros inconvénient. Mais ça, pareil, c'est quelque chose que tu peux pas forcément déléguer. Parce que toi, tu sais qu'est-ce que tu vas acheter, etc. Et j'ai déjà envoyé des gens à ma place, mes sœurs ou quoi. Ils reviennent jamais avec ce que tu veux. Finalement, tu retournes et c'est une perte de temps, tu vois. C'est ça, par contre, les courses, c'est le gros inconvénient. J'avais une question. Avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, quelles étaient vos principales peurs et comment vous avez fait finalement pour vous lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, la peur, elle était financière, tout simplement, comme je pense beaucoup. Et j'essaie de réfléchir le moins possible. Je ne dis pas que c'est la meilleure technique, mais en ce qui me concerne, moi, je suis passée vraiment de j'ai un salaire à je crée mon entreprise, j'en ai plus. J'avais même pas le droit au chômage, moi j'étais fonctionnaire. Donc vraiment, pour le coup, j'ai eu 0 aide. Donc j'ai fait vraiment le grand saut en parachute, quoi. Alors après, par contre, ce que j'avais fait, c'est-à-dire que j'ai pas commencé à communiquer dès que j'ai créé mon entreprise, je l'ai fait bien avant. C'est-à-dire que j'ai anticipé une bonne année avant. Déjà, j'avais commencé à communiquer sur ce que j'étais en train de faire, j'étais en train de me former, etc. Et donc ça m'a permis déjà de développer une communauté sur Instagram. Donc en fait, j'avais déjà des rendez-vous qui étaient pris avant même que je crée mon entreprise. Donc je savais déjà que mon agenda il commençait à se remplir, donc on va dire que ça m'a rassuré un petit peu, hein.
Mais en fait, je me rends compte qu'on apprend à vivre avec. On nous a habitués à un système où tous les mois, t'as tant qui tombe. Et donc, il faut passer de ça à, ben là, il y aura des mois où ça sera beaucoup plus élevé, il y a des mois où ce sera beaucoup plus bas, mais finalement, ben, on y arrive. Et c'est une autre gestion du coût de l'argent, puisque du coup, c'est pas une gestion mensuelle, mais ça demande de dispatcher l'argent, en fait, de pas le dépenser tout de suite, en fait, d'utiliser une partie pour soi, une partie pour réinvestir dans son entreprise, une partie pour payer ses taxes et ses impôts, puisque l'État ne nous oublie pas, bien sûr. Donc, je dirais que c'est ça. C'est des choses qui s'apprennent, en fait, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, plus on avance, plus on maîtrise cette peur. Moi, en tout cas, c'est l'évolution que je constate. Et c'est vrai que ça le fait en réalité. C'est juste qu'il faut changer ce switch en fait dans la tête et se dire désormais mon argent c'est pas mensuellement, mais du coup je le répartis différemment. Vos principales peurs? La principale peur. Ah ok. Bah moi c'était financière aussi. Hein. C'était du coup... non, c'était financière, c'était pareil, de se dire j'aurais pas un salaire tous les mois, etc. Et aussi la peur de se dire est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais avoir des clientes ou pas? Parce que tu te dis, tu te mets en tête que des concurrents, il y en a partout, il y en a plein. Des pâtissières qui se lancent, il y en a tous les jours. Enfin, qu'est-ce qui va faire que les gens ils vont venir chez moi? Je dis pas forcément chez les autres, non, il faut être client chez tout le monde, ça c'est pas un problème. Mais pourquoi moi et pas... Enfin, pourquoi ils vont plus être clients chez moi que chez les autres? Et moi, c'était ça ma principale peur. Et ouais, financière aussi. Hein. Moi, j'avais aucune peur. C'était la jeunesse, l'insouciance. Et c'était pas du tout le même contexte qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de structure d'accompagnement. Les réseaux sociaux, c'était pas forcément très développé, c'était en 2013. Et... en fait, j'ai tout appris sur le tas. Je savais même pas, j'ai jamais entendu parler de business plan, ni de quoi que ce soit à ce moment-là. C'est vraiment que je me suis lancée comme ça. Et j'avais pas forcément, entre guillemets, de grandes attentes, ni de grandes ambitions à ce moment-là. C'est vraiment venu au fur et à mesure. J'ai tout appris sur le tas. C'est pour ça que, après, c'est un conseil personnel. N'attendez pas que tout soit parfait pour commencer. N'attendez pas que tout soit parfait pour commencer. Quand je dis j'ai appris tout sur le tas, j'avais aucune peur, j'avais que de l'excitation. Je regarde que ma soeur elle est là, limite je dormais pas la nuit parce que j'apprenais tout le temps de nouvelles choses. Et après j'en ai parlé à mon entourage. C'est bien après que les réseaux sociaux sont venus, mais vraiment bien après. Même mon site internet je l'ai fait vraiment bien après. Donc des fois c'est nous, nos pensées, on a beaucoup de pensées limitantes en disant mais regarde une telle, son truc il est trop bien, ça marche trop bien. Mais il y a 10 ans de travail derrière peut-être. Vous savez pas tout ce qu'il y a derrière. Donc voilà, comme je vous dis, quand vous avez des idées, vous savez ce que vous voulez faire, lancez-vous. Attendez pas que ce soit parfait ou comme celle qui a déjà l'entreprise, ça fait 10 ans. Même je dirais aussi c'est le manque d'information. Moi c'est ça qui me faisait peur aussi. Parce qu'en fait j'étais pas informée. Pour moi quand je vois les boulangeries et tout, pour moi c'était un truc de fou. Mais en fait quand entre guillemets tu mets un pied dedans, en fait tu te dis non c'est faisable, c'est réalisable. Parce qu'il y a telle aide, il y a ça, il y a ça. Et c'est pour ça aussi il y a Game of Wax aussi, moi je me suis fait accompagner par Game of Wax. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'en fait ça m'a ouvert les yeux que tout est possible. Et que en fait ce qu'ils ont les autres, je peux l'avoir aussi. Moi j'avais peur parce que j'étais pas informée. Je le sais. Est-ce que vous aviez un club de fans aussi? Sur Internet? Ouais, oui, communauté, même si c'est pas sur Internet, peu importe. C'était mon entourage. Moi, c'était mon entourage. Clairement, ça a commencé vraiment par le bouche à oreille. On avait des petites activités qui n'ont rien à voir, des petites activités culturelles. Et du coup, on a commencé à parler autour de moi comme ça. Vraiment, ça a commencé par le bouche à oreille. C'est même ça qui, je crois, qui a le plus marché au début. Les réseaux sociaux, c'est venu vraiment bien après. D'accord, vous avez déjà plus ou moins des précommandes sans avoir rien commencé? Ah non, j'ai commencé d'abord. Oui. Et après, j'en ai parlé autour de moi. Mais comme je vous dis, c'est vrai que je me suis lancée comme ça, je me suis même pas trop posé de questions en fait. Et après, de toute façon, il y a des choses où ça suit parce que des fois, en tant que femme, il y a des domaines qui nous... parce que le domaine de la beauté, on sait que de manière générale, ça plaît. Oui. Donc voilà.
considérées quand même plus ou moins comme des expertes de façon générale. Des bonnes consommatrices. C'est ça, averties. Moi j'ai vraiment commencé par créer une communauté, donc sur Instagram en ce qui me concerne. C'est vraiment le réseau qui me correspond le plus. Au début j'étais un petit peu sur Facebook, mais très vite ça a atteint ses limites en termes de créativité. Et c'est vrai que Instagram m'a permis un peu de déployer, on va dire, plusieurs styles, plusieurs palettes liées à ma personnalité un petit peu multipotentielle, etc. Donc parfois j'utilise l'humour, parfois j'utilise le sérieux pour développer des contenus qui sont eux très sérieux pour le coup, mais ça permet d'amener aussi de la légèreté sur certains sujets. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, en tout cas sur Instagram, c'est qu'on attire des gens qui nous ressemblent. Et moi je l'ai constaté, c'est que vraiment le profil des femmes qui viennent à moi, on a beaucoup de points communs à ce niveau-là. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est vrai qu'aujourd'hui on a des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, n'importe lequel d'entre vous peut créer un compte, parler d'un sujet qui l'anime, il va fédérer autour de lui une communauté sur ce sujet-là, sur cette thématique, et ça peut lui permettre ensuite que ces personnes-là deviennent ses futurs clients. En tout cas, moi c'est ce qui s'est passé. Et il y a des statistiques qui disent qu'il faut 18 mois pour convertir un membre de la communauté, on va dire, en client. Alors ça peut être moins, ça peut être plus, c'est des statistiques, mais c'est intéressant, ça prouve que les gens, ils ont besoin de vous connaître pour vous faire confiance en fait. Et c'est ça. Parce que sur les réseaux, on va pas se mentir, il y a aussi beaucoup d'escrocs, des pseudo-experts de tout et n'importe quoi. Donc plus les gens ils vous connaissent, plus ils voient que vous apportez de la plus-value, plus vous répondez à leurs questions, parce que du coup ils viennent vous poser des questions en privé. Vous avez beaucoup d'interactions en privé où ils vous posent des questions par rapport à des publications que vous avez publiées, par rapport à des stories, etc. Donc ça leur permet aussi à eux d'évaluer aussi votre niveau d'expertise, et c'est comme ça que la confiance se crée. Et c'est vrai que plus on est authentique et on aime son sujet, plus on va attirer des gens. Ça c'est clair. Moi, je dirais que le seul conseil quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est surtout de faire ce qu'on aime. Parce que pour y travailler de manière pérenne, c'est plus facile si on aime ce qu'on fait. Et ça, c'est important, c'est vraiment de choisir la voie du cœur pour le coup. Parce qu'on parle souvent de business, mais business, il y a d'abord le cœur. Parce qu'on peut donner que si nous-mêmes, on parle avec de la profondeur en fait, dans ce dont on parle, en fait, c'est ça. Il faut que le sujet nous anime, il faut que le sujet il suscite chez nous quelque chose pour qu'on transmette cette énergie-là. Et malgré que ce soit via un écran, ça se transmet via l'énergie. Moi, souvent, les clientes me le disent, comme disent, oui, voilà, j'ai vu que ça se voyait que tu étais à fond, que tu étais passionné dans ce que tu faisais, et ça a donné envie. Et en fait, c'est ça. Ne choisissez pas un sujet, une thématique, parce que soi-disant ça rapporte. Parce que ça aussi, c'est l'erreur aussi que font beaucoup. Le truc, oui, c'est ça rapporte, donc je me lance dedans. Réfléchissez-y bien, parce que si c'est un domaine qui ne vous plaît pas du tout, il y a des chances que ça tourne vite au vinaigre et que ça s'arrête rapidement finalement. Donc ça, c'est toujours un élément à prendre en compte. Quand on était salarié, on n'a pas forcément choisi tout le contexte, tout le domaine dans lequel on travaille, parce que on a un cadre, etc. L'entrepreneuriat, c'est l'occasion. C'est l'occasion de faire vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne, ce qui vous anime. Donc autant y aller, quoi. En fait, moi, ma question, c'est pourquoi est-ce que vous êtes deux dans vos activités, vous n'êtes pas resté, vous avez décidé de sauter le pas de la légalité, vous avez décidé de déclarer. Comme il y en a beaucoup, elles sont douées dans ce qu'elles font, mais se disent, ah non, je vais perdre des allocations, je vais perdre ça, et ne sautent pas le pas. Moi j'avais le droit à rien, donc comme ça c'était plus facile si tu veux. En ce qui me concerne, j'ai rien perdu. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a des gens comme ça qui commencent de manière officieuse, on va dire, et qui après ont parfois du mal à sauter le pas de manière officielle. Effectivement. Le problème c'est que si on veut se développer, c'est pas possible quoi. À un moment donné, soit tu vas avoir le fisc à ta porte, ou soit il va y avoir des soucis. Donc c'est bien pour tester, pourquoi pas, oui, un petit temps de voir si on aime ce qu'on fait, si on a des clients, etc. Mais après, si on veut se développer, on est obligé de passer à quelque chose qui est officiel. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Vas-y, on t'écoute. J'ai une question à vous poser en fait, un conseil en fait à demander pour les femmes. La question c'est comment vous gérez une femme dans un milieu masculin? Parce qu'en fait, parfois,
les femmes qui peuvent créer leur société dans la communication, où il y a des femmes aujourd'hui qui sont on appelle ça des bouqueuses d'artistes, ils ont affaire à l'agent masculin. Comment, et vous savez, c'est pas facile dans le milieu d'hommes aussi de s'imposer. Comment aujourd'hui vous pouvez conseiller une femme dans ce démarche? Alors, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre à ça, parce que du coup, moi, je me suis spécialisée envers les femmes. Donc, pour le coup, je ne suis pas concurrencée par les hommes. Parce que moi, mes clientes, ce qu'elles recherchent justement, c'est une femme, quelqu'un qui les comprend, quelqu'un qui a traversé aussi toutes les étapes éducatives avec leur enfant, etc. Donc, moi, je n'ai pas été concernée. En plus, dans la fonction publique, c'est pareil, je travaille dans un milieu qui est très féminin. L'entrepreneuriat, aujourd'hui, c'est très, très féminin, par contre. Hein. Il y a quelques domaines qui sont réservés un peu aux hommes, mais maintenant c'est vraiment très développé au niveau des femmes. Le seul truc, c'est que les entreprises qui se développent le plus, je veux dire en termes de taille, sont souvent celles qui sont managées par des hommes. C'est ça, c'est souvent le fameux plafond de verre. Mais après, moi je trouve que quand on est entrepreneur, justement, il n'y a plus trop, enfin en tout cas moi je ne le ressens pas à mon niveau, il n'y a plus trop ce problème-là. Enfin, en tout cas moi personnellement il ne se pose pas parce que j'ai choisi le cadre dans lequel je travaille et avec qui je travaille. Mais c'est sûr que si on veut travailler dans une grande entreprise, mais là à ce moment-là on n'est plus entrepreneur, là oui on va avoir des soucis, etc. Puisque il y a certains employeurs qui n'ont pas encore compris à quel point nous les femmes sommes une plus-value. C'est un peu dommage pour eux, mais en tous les cas, dans l'entrepreneuriat, je trouve que ça se pose moins, en tout cas à mon niveau. Moi personnellement, je travaille aussi avec des restaurateurs. Je vois ce que tu veux dire quand tu poses la question. Parce que, après, des conseils, franchement, j'en ai pas. Parce que, sincèrement, tu as des personnes bienveillantes, ils vont te prendre directement comme une petite sœur. Ils vont voir que tu débutes, et dans ces cas-là, ils te prennent sous leur aile et ils vont pas te la mettre à l'envers, entre guillemets. Et t'en as d'autres qui sont hyper malveillants, on va dire, et ils vont t'apprendre comment vendre, comment tu vas leur vendre le produit, mais ça va plus aller dans leur poche. Mais ça, entre guillemets, quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, tu vois pas tout ça. Mais c'est après que tu te rends compte que finalement, en fait, tu gagnes rien. Et c'est après que tu décides d'arrêter ou pas avec certaines personnes. Après, comme tu dis, mon dom, moi je le vois, hein, franchement, par rapport aux restaurateurs et tout. Mais après, pour moi, c'est une question de feeling. Enfin, moi, je sais avec qui je travaille pas. Moi, si ça passe, je travaille avec toi. Et si ça passe pas, même si tu me rapportes beaucoup plus d'argent que l'autre avec qui ça passe, personnellement, je préfère pas travailler avec toi. Tu vois. Après, ça dépend de chacun. Hein. Moi, j'ai pas été confrontée à ce cas-là et tout, donc voilà. Vu que je travaille toute seule avec. Enfin, je suis pas confrontée à des impliques masculins. Et puis j'aurais une dernière question, mais je pars aussi. Comment vous gérez les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, les femmes, vous savez, sont femmes, vous êtes bien critiquées. On a vu des questions, hein. On a vu des questions. Les femmes, c'est entre femmes, les gâteaux, c'est pas bon. Les gâteaux, comment on va gérer moi, concrètement, au niveau des réseaux sociaux, j'ai pas eu de soucis majeurs. Après, tu peux avoir un problème avec une personne, mais ça c'est comme dans tout, en fait, ça prévente ou quoi que ce soit, mais des problèmes spécifiques aux femmes, moi, j'en ai pas eu plus que ça. Après, de toute façon, il faut savoir se détacher. Enfin, tu ne faut pas prendre tout à cœur dans ce milieu-là. C'est pas parce que tu vas avoir une critique ou qu'il y a une personne qui va te dire ton produit m'a pas convenu et tout. Enfin, il faut être prêt à tout accepter. Il faut être prêt à accepter aussi les critiques négatives. Donc, pour moi, c'est pas un problème. Et c'est pas un problème spécifique aux femmes. Voilà. Surtout toi, c'est vrai que Amel, dans le domaine du culinaire, on a souvent des critiques qui font mal, des fois peut-être. Et comment c'est là que tu gères ça? Personnellement, je ne sais pas. Enfin, si quelqu'un me critique, après, je ne suis pas forcément au courant. Mais moi, pour le moment, en tout cas, j'ai jamais fait face à une critique ou quoi. Après, entre guillemets, tu peux avoir peut-être des stories visées ou je sais pas quoi, mais ça, tu sais jamais en vrai si c'est visé pour toi ou pas. Parce que les gens, ils te le diront pas, ils vont pas mettre ton nom ou quoi. Mais sinon, la critique, moi, j'en ai pas subi pour l'instant. Alors moi j'ai connu un peu ce phénomène, puisque forcément plus le nombre d'abonnés grandit, plus
ce genre de parasite arrive. Mais moi, j'ai une politique très simple, c'est que si c'est une critique constructive, il n'y a pas de problème, on en discute. Par contre, si c'est une critique malveillante juste pour critiquer, je bloque direct. Voilà. Moi, j'oblige personne à venir sur mon compte. Donc les gens, ils ont qu'à repartir, quoi. Je veux dire, voilà, la porte est grande ouverte, mais bon, si après on n'adhère pas à mes valeurs, etc., que les gens s'en aillent. Après, voilà, moi je suis sur un sujet, des fois c'est un petit peu, comment dirais-je, polémique, dans le sens où le trouble de l'attention en France, il est traité à coup de médicaments. Voilà, il y a un traitement très connu, etc. Et moi, ce que je propose, en fait, c'est complémentaire, en fait. Je ne dis pas que je suis contre le médicament, mais je dis que c'est complémentaire. Et ça gêne, parce que parfois, eh bien, certaines mamans, notamment, ou des parents en général, hein, ont fait le choix de médicamenter parce qu'ils n'avaient pas toutes ces informations-là. Donc après, c'est vrai que c'est difficile d'accepter l'idée que, ah ben mince, en fait, j'aurais pu peut-être faire autrement. Et donc, bon, mais ça reste très rare. C'est vraiment, là, ce que je vous dis, c'est hyper marginal. Hein. Mais voilà, ça a dû m'arriver 2-3 fois. Ça fait comme 4 ans que je suis sur les réseaux. Donc c'est quand même pas si courant que ça. Mais en tout cas, moi, je ne me prends pas la tête. Je bloque, je ne suis pas là pour ça et j'ai pas de temps à perdre, en fait. J'ai une question qui rejoint celle un petit peu de Koundé. Là, vous avez dit qu'il y a une force autour des femmes entrepreneurs. Nous, le Nouveau Havre, majoritairement, en fait, c'est les femmes qui entreprennent, les métiers manuels, etc. Je reviens à une question. Tu n'as pas tout à l'heure d'être seule, en autonomie. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un groupement de femmes entrepreneurs? Nous, le voici. Hein. Il y a des petits groupements. Donc, il y a mon groupe avec mon autre groupe. Mais il n'y a pas de communauté soudée entre entrepreneurs, sachant que les difficultés que tu vas rencontrer là, la personne l'a peut-être rencontré avant, et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors que des femmes entrepreneurs, il y en a. Il y en a, en fait ils existent, mais alors parfois c'est payant, parfois c'est des systèmes d'abonnement, il y a des groupements de femmes entrepreneuses, après des fois c'est pas forcément local, donc moi je sais par exemple, je suis souvent en région parisienne, je sais que là-bas il y en a, il y a des rassemblements des fois d'entrepreneuses, etc. Mais c'est vrai que peut-être que sur le Havre, ça mériterait d'être créé. Alors, il en existe en Normandie en tout cas, mais on va dire que c'est un groupe d'entrepreneuses qui manque un peu de diversité, dirons-nous. Et donc, voilà, il y a ça aussi, quoi. Il y a le fait que, voilà, on aime bien être dans un environnement un peu diversifié, quoi. On n'est pas... Et ça, en tout cas, en Normandie, ça manque, je trouve. Est-ce que... je n'ai pas trop compris ta question non plus. Non, il y a plein de femmes qui entreprennent. Ouais. Enfin, vous êtes trop aujourd'hui, puis il y en a des centaines au Havre, dans plein de secteurs. Et souvent, ce qui revient, c'est nous, on est des entrepreneurial, on se soutient, on s'entraide, etc. Et j'arrive pas à retrouver la similitude du côté des femmes. Il y a des petits réseaux de 5-6. En fait, c'est des copines, plus que vraiment du business. Mais il n'y a pas vraiment de business club de femmes avec de la formation, des conseils, etc. C'est un truc que je me demande depuis... Enfin, je ne suis pas une femme. Mais j'aurais déjà monté un réseau entre femmes. Nous, on se voit une fois par mois. On va parler de difficultés. Comment on gère la famille et l'entrepreneuriat, les enfants, les vacances, les arrêts maladie et compagnie. Alors, en fait, il y a, mais c'est de manière, on va dire, officieuse. Moi, je suis partie d'un groupe de femmes où on fait des événements. On fait même du covoiturage. On va dans plusieurs villes de France pour participer au salon et tout ça, mais c'est vrai que ce n'est pas de manière formelle, on va dire. Mais c'est vrai qu'entre nous, c'est vrai, il y a un réel soutien. Parce que des fois, on parle du fait qu'il y a un manque de solidarité entre les femmes. Moi, personnellement, je ne le ressens pas du tout. Parce que autour de moi, j'ai des femmes qui entreprennent depuis plus ou moins longtemps, mais on est vraiment là dans l'entraide, on se conseille mutuellement, sans langue de bois. Et après, c'est peut-être qu'il faudrait plus formaliser la chose et de faire une vraie structure, une association, je ne sais pas comment on pourrait faire la chose, mais ça existe. Après, je sais qu'on pourrait peut-être plus se rassembler, et c'est vrai que c'est parti déjà d'un noyau de femmes qui se connaissaient déjà plus ou moins, et après, quand on entend parler d'autres personnes qui entreprennent, nous, facilement, on intègre les gens, enfin, c'est pas sectaire, c'est pas fermé, c'est pas un cercle fermé du tout. Quelle que soit la personne qui est intéressée pour les événements, des fois on fait même des appels à exposants, et souvent ça crée des liens. Et on est là justement pour se conseiller, se donner de la force mutuellement parce que c'est pas forcément facile tous les jours. Et souvent on fait aussi face aux mêmes difficultés. Donc, et puis on peut aussi partager nos expériences, celles qui sont dedans depuis plus ou moins longtemps, nos contacts et tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bienveillance. Après peut-être qu'il faudrait qu'on se regroupe
plus et de manière plus formelle. Bon bah, à bout à toi de créer cette... Pas ce assez formé. groupe... Non, c'est... Mais il y a, et puis, vous êtes les bienvenus, hein, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez venir vers moi, et puis on échangera nos contacts. Après, il y a un nom, il n'y a pas de nom. C'est informel. Une question. Ah, excusez-moi, je voulais juste rajouter que c'est vrai que c'est super important d'avoir une business team. Hein. C'est trop important. Ça apporte beaucoup de soutien mental et puis des fois il y a des choses, des expériences qu'on n'a pas. Il y a une amie par exemple, le premier jour où on a fait un salon, elle est venue, elle était vraiment novice à plein de choses qu'elle ne connaissait pas du tout, des choses qui étaient évidentes pour d'autres personnes qui étaient dedans depuis plus longtemps. Et vous la verrez aujourd'hui, comme on dit, l'élève a dépassé le maître, quoi. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a plein de choses qui n'étaient pas du tout évidentes. Je ne vais pas donner d'exemple, mais voilà, pour dire qu'on apprend énormément les uns des autres. Hein. Donc, il ne faut pas rester dans notre coin, faut pas rester dans son coin, quoi. Toujours, même quand vous allez dans un salon en tant que visiteur, et que vous savez, vous êtes dans l'entrepreneuriat, allez au stand des gens, discutez avec eux. Vous allez apprendre énormément de choses et c'est comme ça qu'on fait du réseautage en vérité. Il ne faut pas rester dans son coin ou avoir peur d'aller vers les autres. Les gens ne sont pas fermés. Il ne faut pas aller vers les gens pour leur demander leur fournisseur, bien sûr. Mais leur dire que moi aussi j'aimerais bien faire des événements et tout ça, comment je pourrais intégrer, est-ce que la prochaine fois je pourrais le faire avec vous. Les gens en général ils sont très très ouverts à ce niveau-là. Moi j'ai envie de savoir quelles sont vos astuces pour mieux gérer le quotidien. Parce qu'aujourd'hui une femme elle a énormément de responsabilités. Je me vois par exemple, moi je suis hypnothérapeute et je suis donc la thérapeute, la maman, l'épouse. Des fois je suis obligée de reporter tous mes rendez-vous parce qu'un enfant, j'ai mon fils, s'il est malade, je dois le garder, donc je dois reporter. Mais des fois c'est vrai, je tombe dans le débordement en quelque sorte de gérer les devoirs, les repas, les courses, etc. Même si j'anticipe par exemple une journée où je vais cuisiner pour la semaine, congeler, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des fois, je me trouve débordée au détriment de mon entreprise, de mes projets, de préparer des ateliers, des séminaires, etc. Donc j'ai envie de savoir, vous, comment vous gérez votre quotidien? Est-ce que vous avez des astuces à partager pour qu'on puisse améliorer notre quotidien et encore bien faire les choses quand on est maman et épouse? Bon, je te rassure, on est un peu tous dans le même bateau. Hein. Mais il y a des choses qui peuvent faciliter. Tout d'abord, moi je dirais, il faut intégrer toute ta famille à ton activité. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre la main physiquement dedans, mais le fait que chacun sache que, par exemple, quand c'est le temps de maman où elle travaille, où elle a ses rendez-vous, et c'est le temps de maman où elle travaille, où elle a ses rendez-vous. Il y a des choses que, par exemple, avec votre époux, vos enfants qui sont grands, il y a des tâches qui sont tout à fait capables de faire. Des fois, il y a des charges mentales qu'on s'inflige nous-mêmes en vérité. Hein. On se dit que c'est que moi qui peux bien le faire, alors que ton mari peut très bien le faire, s'il le veut. Hein. Tes enfants peuvent très bien participer, et puis après il y a des choses qui peuvent aider. Moi le batch cooking, moi je jure que par ça. Tu fais à manger pour plusieurs jours, tu fais des to-do list, ou par exemple tu priorises tes tâches de la journée pour donner le droit à chacun, et après il y a des choses qu'il faut déléguer. Moi je sais que je suis quelqu'un qui a énormément de difficultés à déléguer, mais cette année je l'ai fait, j'ai passé le bac quand j'ai eu mon 4e enfant. Et là, c'est là que je me suis sentie débordée. Avant ça, je ne me suis jamais sentie débordée. Et là, mon 4e enfant, plus le salariat, plus l'entreprise qui grandit, j'ai dit là, je vais faire un burn-out si je délègue pas. Et je crois que ça a été la meilleure décision de ma vie, en fait. J'ai délégué certaines choses, et au final, ça m'a dégagé plus de temps, et mon cerveau, il s'est reposé, quoi. J'ai une charge qui s'est grave allégée, et franchement, ça va beaucoup mieux depuis. Donc, franchement, de toute façon, le fait d'être débordé, que tu es dans une entreprise ou pas, tu seras débordé à certains moments de ta vie. Il y a des imprévus forcément dans la vie. Un enfant qui tombe malade, quoi que ce soit, c'est des imprévus qui peuvent arriver à tout le monde. Mais après, il y a des petites astuces organisationnelles, le fait de ne pas procrastiner, le fait de prioriser ses tâches et tout ça, c'est des choses qui peuvent aider. Donc, et puis, bien gérer son temps et beaucoup éviter tout ce qui est perte de temps ou des choses inutiles en fait. Tout ce que tu peux déléguer, délègue-le. Mais des fois, on a des enfants en bas âge, des fois, les maris, ils ont d'autres responsabilités, donc ils sont souvent absents. Après, s'il y a des moments où il faut lever le pied, tu lèves le pied. C'est ça aussi le bon côté de l'entrepreneuriat. Moi, l'année dernière, pendant 3 mois, j'ai mis un stop. Parce que j'étais malade, pendant 3 mois, j'ai mis un stop. Moi, je préfère mettre un stop, tu préviens ta communauté, tu préviens ta clientèle. T'inquiète pas, quand je suis revenue après, ils étaient toujours là. Ils étaient toujours là, et moi, au moins, je n'avais pas la pression de me dire, je repousse, je fais pas attention à ma santé,
je force jusqu'à ce que mes clients vont pas être contents. Il y en a, je vais oublier des commandes, je vais oublier des choses comme ça. Je préfère des clients satisfaits et qui m'attendent plutôt que pousser au-delà de mes capacités et de faire n'importe quoi en fait. Je suis d'accord avec vous, mais ma question, est-ce que vous avez des astuces en plus de congeler des repas, de déléguer Il n'y a pas de miracle. Voilà, concrètement, bien sûr, mais on peut avoir chacune une astuce qui peut aider l'autre, qui peut améliorer. Moi, je laisse la parole. Moi, personnellement, c'est beaucoup ça en fait. Oui, je comprends. Merci. Moi, c'est pareil. Donc, et puis je dirais aussi d'arrêter de vouloir être parfaite. Parce que ça aussi, c'est un syndrome qu'on a beaucoup, nous les femmes. On veut être parfaite sur tous les plans et c'est juste impossible en fait. On est juste des êtres humains. Et à un moment donné aussi, il faut qu'on accepte aussi notre part de vulnérabilité en fait. Même si beaucoup de choses dans nos vies reposent sur nous, il faut accepter à un moment donné que on peut pas quoi. À un moment donné, c'est juste pas possible. Donc moi, je suis comme ma collègue, je délègue beaucoup. Mais moi j'ai 2 fils, ils savent tous les 2 faire à manger, ils savent se débrouiller, donc ils n'ont pas besoin de moi pour ça. Le reste, quand je peux faire, je fais, quand je peux pas, et j'accepte quoi, tout simplement. On peut pas être partout, on peut pas être. Donc à un moment donné, on peut pas se diviser. Donc chacun prend sa part en fait, chacun prend sa part. Et donc message à toutes les jeunes mariées, ne donnez pas de mauvaises habitudes aussi au début, hein, parce que si vous le mettez en mode hôtel 5 étoiles, vous voyez, après c'est compliqué le jour où vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc allez-y mollo au début aussi, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit une équipe quoi. Et c'est ça aussi, c'est aussi l'erreur qu'on fait, c'est qu'on habitue les messieurs à un standing 5 étoiles. Et forcément, après, ils ont envie de garder leur standing, c'est compréhensible. Mais en fait, c'est ça, c'est tout un cheminement dans la tête aussi, pour se dire que voilà, quand on s'est mariés, on était une équipe, et le but c'était qu'on fasse équipe ensemble pour toutes les étapes de la vie, quoi. Donc qu'on ait des enfants après, qu'on ait ensuite une entreprise, et plus on est une équipe qui match, et plus on arrive à trouver un équilibre en fait. Donc c'est ça, parce que moi souvent, comme j'accompagne des femmes, je l'entends beaucoup ça, et c'est aussi s'autoriser en fait, s'autoriser à lâcher prise. Je suis pas parfaite, oui aujourd'hui le ménage sera peut-être pas fait comme je l'aurais voulu, oui aujourd'hui il aura peut-être pas mangé des légumes verts, etc. C'est pas grave en fait, on fera mieux demain et après-demain. Et en fait c'est ça, c'est de beaucoup être bienveillante d'abord envers soi-même. Parce que ça c'est notre spécialité nous les femmes. Alors là nous on adore s'occuper des autres, et puis nous on passe toujours en dernier. Et finalement, quand on fait ça, c'est au détriment de tout le monde. Parce que du coup, on ne peut pas donner ensuite du temps de qualité aux autres si nous-mêmes on est épuisés mentalement et physiquement. Et ça, c'est un vrai travail à faire sur nous, parce qu'il y a aussi tout un conditionnement qui remonte souvent à l'enfance. On a vu nos mamans éreintées, etc. Mais finalement, c'était peut-être pas le meilleur exemple à suivre sur ce point-là, en tout cas. Donc se redonner sa place aussi. Et sa place, c'est, j'ai aussi besoin de temps pour moi, j'ai besoin de prendre du bon temps, que ce soit dans le sport, dans ce que j'ai envie, en fait, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien, ce qui va m'aider à me ressourcer aussi, pour mieux repartir, en fait, et pour mieux, après, s'occuper du foyer, etc. Et ça, c'est un vrai sujet, hein, parce que, je pense que si les femmes s'occupaient plus d'elles, je pense qu'il y aurait moins de conflits aujourd'hui dans les couples, etc., moins de divorces. En réalité, souvent le problème il part de là finalement, parce qu'une femme épuisée, ça devient une épouse épuisée, ça devient une maman épuisée, et finalement tout le monde y perd à ce truc-là. Ma question, c'est plus pour les femmes mariées, et aussi comment faire adhérer son conjoint ou sa conjointe à ton projet entrepreneurial? Il n'a pas le choix. Parce que je pense que c'est compliqué, on a parlé de la sécurité. Je suis moi-même entrepreneur, donc je comprends un peu vos peurs que j'ai eues aussi. Mais on a un confort salarial qui est là. Donc on va sortir de ce confort-là, on va perdre, si on touche le chômage, on va perdre 20 à 30% de nos revenus. Ça crée l'insécurité dans la famille, mais comment, malgré cette insécurité, faire adhérer l'autre à notre monde instable en fait? Moi personnellement, j'ai pas eu de soucis particuliers. En fait, je pense que l'adhésion elle est venue du fait que elle a vu que je faisais quelque chose que j'aimais tout simplement. Et franchement, moi je pense qu'à partir du moment où tu essaies de faire ton maximum pour que ça impacte pas négativement la vie de ton foyer, il va adhérer. Mais si à partir du moment où il voit que dès que tu commences une activité salariale, tu ne fais plus à manger, tu ne fais plus rien, et puis vraiment tu négliges totalement ton foyer, forcément que ça va créer peut-être des conflits. Mais si tu
si entre guillemets ça n'a pas de gros impacts négatifs sur le quotidien et que c'est quelque chose qui t'anime, bah, entre guillemets la base d'un couple quand même c'est voilà, c'est entre guillemets d'avoir quand même entre guillemets son bonheur dans le bonheur de l'autre. Oui, c'est ça, je pense, d'expliquer en quoi c'est important pour toi, en quoi finalement tu seras plus épanoui dans ce choix-là. Et finalement, je veux dire, toute femme veut un mari épanoui, tout mari veut une épouse épanouie. Donc tout le monde y gagne finalement à ce qu'on trouve le chemin qui est le plus adapté à soi finalement. Et c'est ça, mais encore faut-il peut-être l'expliquer de manière pédagogique finalement, d'être pédagogue et d'expliquer pourquoi ce choix-là, finalement il sera un bien pour moi et donc pour nous, et donc pour la cellule familiale. Puis après en général, quand ça marche et que ça se développe, en général ils sont très contents. Hein, et ils se plaignent pas là. Après, je pense aussi qu'il faut enlever aussi ce cliché de la maman doit assurer la maison, doit assurer le ménage, doit assurer la nourriture. Je pense qu'en étant entrepreneuse, comme vous, le mari doit se rendre compte aussi que attends, je vais participer à ça, je vais participer à ça. Et je pense que c'est ça qui doit faire aussi le fait que ça fonctionne bien. C'est vraiment de laisser chacun sa place. On a une maison, on l'a pris à deux, donc je pense que avoir cette homogénéité dans le couple de chacun aide l'autre. Et je pense que c'est là que ça... Je ne sais pas si vous êtes d'accord, non En fait, je pense que ça... Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais comme elle disait tout à l'heure, Sabrina, ça dépend des bases sur lesquelles vous avez commencé avant l'entrepreneuriat. Si déjà avant l'entrepreneuriat, il y avait déjà beaucoup d'entraide, après l'entrepreneuriat, il y aura aussi de l'entraide en vérité. Donc, c'est souvent c'est ça, en fait, c'est les habitudes qui ont été données avant. L'éducatif aussi qu'il y a eu avant. Hein. Des fois, c'est pas notre faute. Hein. C'est vrai. Des fois, c'est pas notre faute. Il y avait une question, par là. Moi, je vais partir. Et j'étais très ravi de participer à cette réunion, c'était enrichissant. Merci. Et félicitations à vous, femme forte. Et le conseil que je devrais donner à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est essayer d'être créatif et ne pas écouter les gens. Parce qu'aujourd'hui, si on écoute les gens, on ne va jamais rien faire. Il faut oser, quoi. Et puis, on est arrivé à 40 ans, on va se retourner derrière, finalement, on n'a rien fait. Voilà, c'est-à-dire que si vous faites comme les jeunes femmes qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est créatif. Merci. Merci à vous. Alors, moi j'ai une question. Vous avez beaucoup parlé de passion, de ce qui vous anime. Et la question est toute simple. Est-ce que cette passion, elle s'essouffle avec le temps? Parce que quand on fait les choses, quand c'est notre temps libre, on aime bien. Mais une fois que les choses sont structurées, qu'on monte en compétences et que l'entreprise grossit, est-ce que cette passion, elle s'essouffle? Alors moi, personnellement, elle fait que d'augmenter. Parce que à partir du moment où tu vois que les gens à qui tu parles, en fait, tu sais que tu apportes quelque chose de positif aux gens. Parce qu'au-delà, parce que voilà, je me présente en tant que... Voilà, je fais de la vente de produits et tout, mais je suis énormément dans le conseil. Et c'est vrai que souvent, ça commence par « conseille-moi tel produit » et ça termine par pas mal de conseils plus profonds que ça en vérité. Parce que souvent, il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes que ça. Comme le fait de prendre soin de soi, le fait de faire de soi une priorité. Si une femme elle est épanouie en tant qu'individualité, elle sera épanouie en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que professionnelle et tout ça. Donc franchement, moi quand les gens me disent merci, tel produit que tu m'as offert, ça m'a redonné confiance en moi, ou j'avais plus de vie sociale, et puis maintenant que j'ai plus tel problème, ça va mieux. Et puis aussi, je suis aussi au-delà des produits, je suis aussi beaucoup dans le partage du quotidien. Donc, quand les femmes se retrouvent en toi, et que elles disent je savais pas que ça c'était possible, je savais pas que quand t'as plein d'enfants tu peux aussi faire ci, tu peux aussi faire ça et tout ça, tu sais que t'apportes quelque chose de positif aux gens et ça peut que continuer à alimenter la flamme, parce que je pense que si la flamme elle disparaît totalement, tu ne pourras pas continuer dans l'entrepreneuriat. Et ça, j'en parlais avec une amie qui me disait qu'il y a des gens, même après des années, ils retournent dans le salariat. Ils disent, vas-y, moi, je ne veux plus me poser de questions, je ne veux plus avoir de... Parce que c'est vrai que, même émotionnellement, quand même, tu t'engages quand même dans l'entrepreneuriat. Après, ça dépend des domaines, mais moi, personnellement, émotionnellement, tu t'engages. Si ce n'est pas quelque chose qui t'anime sur la durée, tu ne pourras pas continuer jusqu'au bout, jusqu'à indéfiniment, quoi. Moi, personnellement, pour répondre à ta question, moi, je suis toujours autant passionnée. Et franchement, la passion, elle continue de s'agrandir. Après, c'est vrai qu'il y a des passes, je dirais, où vraiment, quand tu es vraiment fatigué, quand tu as pris trop de commandes, tu es fatigué, il y a des moments où tu te remets en question. Des fois, tu te dis, est-ce que je vais continuer ou pas? Mais c'est pour ça qu'il faut se laisser du temps, comme elles ont dit. Moi, personnellement, comme je suis une jeune entrepreneuse, pour le moment, j'arrive toujours pas à m'organiser. Je suis toujours autant débordée.
mais je me dis que ça va venir avec le temps. Et je pense que c'est très important, c'est pour ça que c'est ce qui fait que tu lâches pas. Et comme elle a dit, quand il n'y a plus la passion, je pense tu lâches. Hein. Parce que quand tu es passionné, c'est ça qui te fait... même si par exemple je passe une nuit dans la cuisine, c'est ce que j'aime. Je sais que j'aime bien, même le résultat, c'est quelque chose qui me satisfait. Moi je suis contente, je suis pas là à me dire ah bah là je vais encaisser 500 €, bah là la pièce montée à coup de temps, à coup de temps. C'est pas ça que je me dis. C'est plutôt à la fin, la pièce montée, je suis satisfaite du résultat. Et encore plus quand le client ou la cliente elle te remercie et ils sont satisfaits, c'est ça que, en vrai, c'est ça que tu kiffes. C'est pas l'argent que t'as encaissé. Ça sert à rien en vrai. Et c'est ça la passion pour moi, je pense. Du coup, tu vas me faire un gâteau gratuit. La manipulation, ça. Ça reste payant. Moi, je dirais que quand tu es entrepreneur, la chance, c'est que la passion, tu peux l'emmener avec toi, en fait. Quel que soit ce que tu fais. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, j'adore faire ce que je fais, mais si un jour, j'ai plus envie de faire ça, mais je continuerai dans l'entrepreneuriat, mais je ferai autre chose. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que tu ouvres une porte, et après, il y a plein d'autres portes que tu peux ouvrir derrière. Donc moi, j'ai toujours dit que mon entreprise, je l'ai commencée en tant que naturopathe, mais je me connais, et je sais très bien que ça va évoluer. Là, par exemple, je suis en train de me former pour apprendre à faire un court-métrage, ça n'a absolument rien à voir avec mon travail. Mais si dans cette voie-là, il y a quelque chose qui me parle, peut-être que je me lancerai là-dedans et que je serai peut-être une réalisatrice, qui sait. Et en fait, c'est ça. L'intérêt, c'est que quand on a appris en fait, à travailler comme ça, à générer de l'argent pour soi avec ce qu'on aime, en fait, on fait que ce qu'on aime. Et comme en tout cas moi, en tant que multipotentiel, il y en a quand même beaucoup chez les entrepreneurs, mais j'aime tellement de sujets que finalement, je peux me projeter dans tellement de choses, mais chaque chose en son temps. Donc pour moi, cette question, elle se pose même pas, parce que si je sens que je ne veux plus faire ça, je ferai autre chose tout simplement. Vous êtes inspirante et c'est motivant. Franchement. Merci. Il y avait une question derrière. Est-ce que vous comptez transmettre je suppose que tu as tes enfants, ils sont à bas âge, et toi qui as des grands-enfants, est-ce que vous comptez transmettre cette passion-là aux enfants? C'est déjà fait, moi. Donc, mais bon, il paraît qu'ici, nous sommes collègues, lui et moi, je n'ai pas le droit de dire que c'est mon fils, donc je respecterai son choix du début à la fin. Donc, je ne le montrerai pas, mais oui, moi, alors, dès que j'ai compris cette possibilité qui était l'entrepreneuriat, tout de suite, je l'ai transmis à mes fils, les deux. Les deux, parce que je sais que les chiens font pas des chats, comme on dit, donc je sais très bien qu'ils ont plusieurs types de potentiel en eux et qu'ils ne se plairont pas dans le salariat, je sais très bien, mais il faut tester le salariat, il faut expérimenter des choses, et justement c'est en expérimentant qu'on découvre aussi ce qui ne nous convient pas. Parce que chaque système a finalement ses inconvénients, mais je trouve ça super important, mais j'aurais tellement voulu, moi, que quand j'avais le même âge, qu'on m'ait parlé de ça. C'est clair que j'aurais pas perdu 20 ans de ma vie dans le fonctionnariat si j'avais ne serait-ce connu que l'existence de cette possibilité. À mon époque, ça n'existait pas. Personne ne parlait de ça. C'était un univers hyper élitiste. Et soit on était fils d'entrepreneur, soit on l'était pas. On était dans le salariat, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a une évolution qui est quand même positive en ce sens aujourd'hui dans notre société, notamment via les réseaux. Ça, c'est comme le grand point avantageux. Et donc, moi, je leur transmets tout ce qui me paraît faire sens, et après je les laisse faire leur choix. C'est-à-dire que je ne dis pas, sois un entrepreneur, je dis voilà, tu sais que si tu le souhaites, tu pourras faire d'autres choses, et ça c'est génial, parce que ça ouvre toutes les portes dans leur tête. Et j'ai toujours poussé par contre mes fils à faire ce qu'ils aimaient. Voilà, moi j'ai pas imposé, moi j'étais très scolaire, j'ai fait de longues études, etc. Mais je sais que ça collait pas avec la personnalité de mes enfants, et donc j'ai pas projeté mon délire sur eux en fait. Et c'est ça qui est important aussi en tant que maman, c'est de respecter les choix de chacun. Voilà, donc du coup, ils font tous les deux ce qu'ils aiment, et c'est ça le plus important pour moi. Donc moi, mes enfants, certes, ils ont de 12 ans à 1 an, mais la grande, depuis qu'elle a 2 ans, elle rêve déjà de reprendre l'entreprise. Franchement, en fait, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que comme je travaille chez moi, ils voient tout. Ils voient les clients qui viennent. Avant même que moi j'aille les accueillir, c'est eux qui les accueillent en disant faut prendre ça et tout ça. Donc au final, c'est vrai que ça leur ouvre l'esprit d'une manière que je savais même pas, moi je savais pas que l'entrepreneuriat ça existait, jusqu'à ce que jusqu'à ce que je tombe dedans. Peut-être c'est des choses auxquelles tu t'imagines même pas que tu peux le faire un jour. Avant, je parle à mon époque. Mais aujourd'hui on en parle beaucoup, c'est très développé, limite il y en a qui vendent du rêve.
Mais il y a 10 ans, c'était pas autant démocratisé. Donc non, moi c'est pareil, moi mes enfants, c'est vrai qu'à ce niveau-là, alors vous avez tous des capacités. Si tu veux le faire, tu le fais. Je vais pas dire oui, la salariée c'est le salariat ou quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il aime en fait. Chacun fait ce qu'il aime. Après le tout aussi c'est de ne pas vendre, on va pas vendre du rêve. Mais c'est beau quand même. Et juste une petite remarque par rapport au contexte économique là qu'on vit actuellement, quand on voit le niveau d'inflation, où est la sécurité du salarié en réalité? Parce qu'en fait, c'est la certitude de rester pauvre. Ça, c'est une vraie vérité. Je me disais, tiens, peut-être que j'aurais peur de ça vu le contexte. Et bien finalement, c'est le contraire. En tant qu'entrepreneur, je me sens plus sécure financièrement que si j'étais salarié. Je vois mon mari, par exemple, il est salarié, il n'a aucune possibilité d'augmenter son salaire alors que les prix augmentent. Donc finalement, à salaire égal, il travaille toujours autant, il a un pouvoir d'achat qui diminue, alors que quand on est entrepreneur, si nous on met en place des actions, on va gagner de l'argent. Et donc finalement, personnellement, moi, le contexte m'impacte moins maintenant en tant qu'entrepreneur que si j'avais été salarié. Les jeunes ne vous entendent pas. Vous n'avez pas posé de questions, c'est vous l'avenir. J'aimerais savoir un petit peu ce que vous avez à dire par rapport à ça. Moi j'ai une question, c'est par exemple pour les prix, comment on fait pour les fixer? Savoir si c'est assez ou pas assez. J'ai tout entendu là, je te retiens. Moi personnellement, après de toute façon, quand t'as pas de. Quand je gère tout seul, c'est toi qui va à la source, tu connais le prix de tes matières premières, tes frais de livraison, tes emballages, tu prends tout en compte et après tu fais un calcul pour que ça reste rentable pour toi, tout simplement. Pour moi, il n'y a pas de méthode miracle, quoi. Et puis on n'est pas, par exemple, nous tous, on est dans des domaines totalement différents, donc c'est subjectif en vérité. Moi, je calcule tout ce qui est coût de revient, etc. Je rigolais quand je disais la tête du client. Non, en vrai, je calcule mes coûts de revient, etc. Et puis, quand les ingrédients ils augmentent, je compte les prix, j'ai pas le choix. Mais sinon, voilà. Alors c'est une très bonne question, parce que moi je vends du service, donc ça se pose beaucoup plus quand on vend des services finalement, puisque vous avez de la matière première, etc. Moi j'ai pas ce cas-là. Ma matière première, c'est mon cerveau. Donc c'était compliqué au début quand je me suis lancée. On va dire que j'avais des tarifs qui étaient standards par rapport à ce qui pouvait se faire, ce que faisaient les autres naturopathes. Et très vite, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout la même façon de travailler. Et que moi j'allais beaucoup plus en profondeur, c'est mes clientes qui faisaient ce retour-là. Et du coup, j'ai décidé d'augmenter mes tarifs. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus chère que la plupart de mes collègues. Mais par contre, j'apporte aussi beaucoup plus. Donc en fait, c'est ça. Si tu veux, c'est le client, quelle est la valeur perçue qu'il voit de toi, en fait. C'est ça. Est-ce que ce que tu vas lui apporter, ça justifie ce prix-là? Dans mon cas, en tout cas, oui. Puisque les gens reviennent, ils sont satisfaits. Et le bouche à oreille fait que les gens reviennent. Donc moi, j'ai décidé de ne pas... de me sous-payer, en quelque sorte, parce que je suis passionnée par ce que je fais, je compte pas ni mon temps, ni mes efforts pour apporter un travail de qualité, donc j'estime que j'ai le droit d'être payée en conséquence. Et c'est vrai que, par exemple, j'ai des collègues qui sont naturopathes, qui sont beaucoup moins chers, mais alors ils travaillent pas du tout de la même façon que moi, ils sont plutôt en mode industrialisé, on va dire. Moi, je suis plus en mode artisanal. Pour te donner un exemple, moi, je fais jamais plus de 2 consultations par jour, parce que déjà, juste une consultation, en général, ça dure 2 heures. Derrière, je dois écrire un programme et ça me demande de faire un travail de recherche, etc. pour voir s'il n'y a pas des interactions dans ce que je propose avec la situation de la personne. Donc c'est tout un travail. Mais je connais des collègues qui ne font pas du tout ça, qui enchaînent les rendez-vous du matin au soir. Mais c'est sûr que ça ne peut pas être la même qualité. Et pour utiliser moi-même les services parfois de mes collègues, je sais ce qu'ils délivrent. Et du coup, je n'ai aucun mal en fait à fixer des prix plus forts parce que je sais très bien que cette qualité-là, mes collègues ne le font pas. Mais après, ça c'est un choix. C'est un choix, c'est parce que moi, dans ma façon de travailler, vu que je suis engagée à 3000%, je ne peux pas faire du mode industriel, c'est impossible. Moi, je suis vraiment en mode artisanal, et donc comme un artisan, finalement, son produit, il est plus cher, puisque voilà, il y a plus de travail autour, finalement. Mais c'est une vraie question. Ça, c'est quelque chose avec lequel on évolue dans le temps, c'est-à-dire qu'au début, on n'est pas à l'aise, on fixe nos prix, etc. Mais plus on prend de l'assurance, plus on voit l'apport qu'on apporte à nos clients, plus on développe notre expertise, et plus ça se justifie. Et moi, les gens, quand ils me choisissent pas du tout pour mes tarifs. Et je ne veux pas, d'ailleurs.
Moi, je veux des gens qui soient aussi impliqués en face de moi que je le suis. Donc moi, ça ne m'intéresse pas de faire du cheap et d'avoir des gens qui sont là en mode touriste, en fait. Tiens, on va voir à quoi ça ressemble une consultation de naturo. Oui, moi, je ne veux pas attirer ce genre de personnes-là. Parce qu'en fonction du prix aussi que tu fixes, tu vas attirer une certaine catégorie de population. Et comme moi, je suis impliquée, je n'aime pas travailler avec des gens qui, derrière, vont pas être impliqués aussi pour mettre en œuvre ce que moi, je leur ai demandé. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Donc je préfère mettre le prix, et en général, malheureusement, il n'y a que quand tu mets le prix que tu vas t'impliquer, on l'a tous fait. Je veux dire, moi j'ai eu des formations gratuites, elles sont encore sur mon ordinateur, je ne les ai pas fait. Alors que les formations que j'ai payées, là je me suis impliquée parce que forcément, ça avait un coût de mon côté. Donc c'est une vraie question, la question du prix en tout cas. On va terminer sur ça. Ah, il y avait une dernière question, est-ce qu'on peut se permettre une dernière question? Oui, oui. J'ai encore deux questions. Il va 2 questions, ça va. Au niveau de votre veille, au niveau de votre veille, je ne vois bizarre. C'est pas Que ce soit concurrentiel ou même par exemple au niveau du cosmétique, il y a souvent des nouveaux produits qui viennent tout juste de sortir. Il y a, par exemple, aux ingrédients, il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des nouvelles méthodes. Le professionnel que vous étiez il y a 5 ans n'est pas le même qu'aujourd'hui, et pareil dans 5 ans. Comment vous faites au niveau de votre veille pour vous mettre à jour? L'évolution, c'est ça. Voilà, c'est vraiment... Regardez ce que font les concurrents en fait, la veille concurrentielle. Pas seulement, aussi par rapport à vous, le professionnel que vous êtes, qui continue d'évoluer pour rester à jour. Et pas être has-been et se faire dépasser par un tel ou pouvoir s'adapter s'il y a un débat, etc. Moi, je considère que je suis une éternelle étudiante, donc en ce qui me concerne, je me forme en continu. Depuis que j'ai eu ma certification, je n'arrête pas de me former en fait de plus en plus parce que le sujet de la santé du corps humain c'est tellement vaste que de toute façon on doit continuer constamment à se former. Et par contre la veille concurrentielle, alors ça c'est un choix personnel, moi personnellement je ne le fais pas du tout. Parce que en fait mon fonctionnement il est atypique, moi je suis moi-même neuroatypique, donc ma façon de fonctionner est totalement atypique, elle n'a rien à voir avec ce que font d'ailleurs mes collègues. Et d'ailleurs, c'est mes clientes qui me le disent. Elles me disent, mais Sabrina, ce que tu fais, en fait, il faut trouver un autre nom parce que c'est pas de la naturopathie, ça va beaucoup plus loin. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon programme, c'est un programme à 360 degrés où j'inclus l'éducatif aussi parce que je me suis formée sur l'éducatif aussi, alors que normalement, ça rentre pas dans les compétences de naturopathe. Mais du coup, je fais du 2 en 1 en quelque sorte. Et ça sera de plus en plus comme ça puisque, en fait, je m'intéresse à plein de sujets. Donc, en ce qui me concerne, les gens qui vont vouloir me copier, ils vont avoir comme un sacré taf à faire pour... parce que c'est vraiment très singulier. Et ça, j'ai accepté en fait, en étant entrepreneur, de vivre ma singularité à fond en fait. Oui, je suis neuroatypique, oui, j'ai un fonctionnement différent, j'ai une pensée en arborescence, mais je l'assume justement, et c'est pour ça que les gens viennent à moi. Par contre, ceux qui n'aiment pas ce fonctionnement-là, ils ne viendront pas. Mais ceux-là, de toute façon, on n'est pas fait pour travailler ensemble en fait. Mais effectivement, on évolue de toute façon, et il faut se former en continu, ça c'est clair. Je suis d'accord avec toi, on évolue tout le temps, et puis on se forme tout le temps. Par exemple, la pâtisserie, il y a tout le temps des nouvelles méthodes, tout le temps des nouvelles modes. Récemment, c'était quoi? C'était les New York Rolls. C'est un truc qui a fait un carton, alors que ça fait des années, c'est aux États-Unis, c'est des trucs bêtes, mais même au niveau de la mode, je sais pas, par exemple, les pantalons pas de def, avant c'était à la mode, après c'était démodé, après là ça revient à la mode. En fait, pour moi, la concurrence ou pas, moi je fais pas, personnellement, je fais ce que j'ai envie de faire. Et je regarde pas forcément la concurrence. Personnellement, je regarde pas du tout. À part si je vois dans les stories des clients ou quoi, si les gens ils partagent ou quoi. Mais en soi, mes concurrents, je les garde pas à l'œil ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de ça. Je fais ce que j'ai envie, j'ai mes idées. Si quelqu'un l'a fait avant moi, c'est pas grave, je vais attendre qu'on n'en parle plus et puis je vais ressortir quand on n'en parlera plus. Enfin, c'est ça, c'était ça ta question. Par rapport à la concurrence, ouais. Et même par rapport aux ingrédients, etc., il y a tous les jours des nouveaux trucs, tout le temps des nouveaux ingrédients, tout le temps, ça change tout le temps. Après, il faut évoluer avec le temps aussi, c'est ça. Faut que mon entreprise, elle évolue en même temps que le temps, entre guillemets. Enfin, même les gens, ils vont, au bout d'un moment, ils vont se lasser si je fais tout le temps les mêmes choses. Je me dois d'apporter de la nouveauté, etc. Mais par rapport aux concurrents, moi, personnellement... pour être méchante, je veux dire je m'en fous quoi. Alors moi, concernant l'évolution, mon entreprise aujourd'hui elle n'a rien à voir avec ce qu'elle était il y a 10 ans. C'était toujours des cosmétiques mais ça n'avait rien à voir. Il y a 10 ans je faisais que de la revente. C'était pas ma marque, je revendais des cosmétiques d'une autre marque. Et après ça a été plus une évolution naturelle. Je me pose pas du tout la question de ce que les gens font, mais je suis plus à l'écoute de ma cible en fait. Donc quand je discute avec les gens,
bah, je regarde ce qu'ils aiment, ce qu'ils me demandent. Et si je me retrouve dedans, mais uniquement si je me retrouve dedans, je peux le proposer. Mais sinon, ce que les gens ils font et tout, bah, peut-être il y a des choses qui sont à la mode, mais si ça ne correspond pas à là où je veux emmener mon entreprise, je ne vais pas le faire. Donc voilà. Je crois qu'il y avait une deuxième question. Oui, une deuxième question. Alors en fait, Tu t'entends bien, c'est pas. On t'entend? Est-ce que non, après, c'est pas grave, j'ai une voix assez importante. Ah, c'est bon? Oui, c'est bon. Vous avez beaucoup de travail administratif en tant qu'entrepreneuse. Et par rapport à ça, vous commencez un peu à déléguer. Mais avez-vous pensé dans les années à venir à peut-être utiliser une intelligence artificielle comme outil pour alléger votre charge de travail? Bon, moi, l'administratif, c'est mon rêve de déléguer, c'est tout ce que j'aime pas. Pas seulement que pour l'administratif. Mais je commence à entendre parler de l'intelligence artificielle. Après, je ne me suis pas plus penché que ça, dessus. Mais apparemment, ça va être quelque chose, un outil qui va permettre de gagner du temps. Donc moi, je ne suis pas du tout fermé à tout ce qui peut me permettre de gagner du temps. Tant que ça ne dénature pas l'objectif que j'ai dans mon entreprise, en fait, il faut que ça reste mon cerveau quand même. Alors moi j'ai testé par curiosité, parce que notamment sur le réseau LinkedIn qui est quand même très professionnel, donc je m'y retrouve un peu moins par rapport on va dire à ma singularité. Et c'est vrai que c'est pas mal, ça peut permettre de gagner du temps. En fait, moi j'ai pris un espèce de petit abonnement où tu mets quelques idées et il te le transforme en post que tu peux mettre sur LinkedIn. Et c'est pas mal, mais après ça demande toujours de la retouche derrière. De toute façon ça va évoluer de plus en plus, l'intelligence artificielle. Je sais que, par exemple, dans ma formation sur les courts-métrages, il y en a qui l'utilisent aussi pour écrire des scénarios. Carrément, tu lui mets des idées, il te fait un dialogue. Tu lui dis, voilà, écris-moi un dialogue où Monsieur A, je sais pas, engueule Monsieur B, et puis il te fait tout un dialogue. Donc, oui, c'est un outil de toute façon qui va révolutionner l'avenir, ça c'est sûr. Mais après, comme nous, on est un peu dans le travail artisanal, on va dire, je ne pense pas que ça prendra une grande place dans mon entreprise, mais par contre tout ce qui est automatisation des ventes, etc., ce genre de choses, oui, voilà, là on gagne du temps. Après, voilà, ça demande de maîtriser l'outil, quoi, c'est tout. En tout cas, merci à vous, merci mesdames. J'espère que ça vous a, on va terminer sur ça. J'espère que les jeunes, ça vous a vraiment donné envie de créer votre entreprise. Enfin, jeune ou pas jeune, hein, je pense que c'est ouvert à tous. Hein. Peu importe le domaine. Donc là, on avait 3 domaines différents. Et franchement, en tout cas, je vous souhaite que votre entreprise soit beaucoup plus grande. Parce que vous êtes 3 femmes géniales, 3 femmes qui ont osé aller de l'avant et ne pas s'arrêter aux idées reçues. Et bravo à vous. Bravo. Vraiment. Sur ma gauche, c'est bien ma gauche à moi. Donc vous avez différents produits que propose Jaumba, pardon, excusez-moi. Que propose Jaumba. Donc vous avez aussi la carte de Sabrina, qui est là aussi. Et Amel, elle vous a préparé des petites tartelettes que vous pourrez goûter un petit peu. Il n'y en a plus? À vous, tu dois créer le groupe de femmes, donc on t'attend. En tout cas, merci à vous d'être venus. En tout cas, ça fait plaisir, il y a eu du monde. Et moi, j'étais ravie de vous présenter ce débat ce soir. Je suis pas présenté? Donc moi, c'est Mariam. Donc moi, je suis Mariam Bas. C'est pas mon métier de base animé, mais j'en fais un loisir. Moi, de base, je suis ASE, donc auxiliaire socio-éducatif pour les souffranciers. Voilà. Mais ça, c'est un j'en ferai, Inch'Allah, mon futur métier. Si mon mari me... Voilà quoi. Ça c'est une autre question. Bonne fin de soirée à vous. Le buffet est ouvert, je vous en prie. Excusez-moi, il y a Go qui voulait se présenter un peu rapidement. Votre prénom c'est? Donc il y a Flora qui va parler un peu de Go. Désolée, je vous demande encore une petite minute d'attention. Vraiment, ce sera pas long. Mais donc, comme elles vous ont un peu expliqué toutes les trois, on est une structure qui accompagne les entrepreneurs. C'est-à-dire, en fait, pour les entrepreneurs. Je sais pas le micro. Pour les entrepreneurs
entrepreneurs, donc créés par les entrepreneurs. Colle le micro. Faut que tu colles le micro sur ta bouche. C'est mieux là? Ouais, c'est mieux. Donc, c'est un lieu créé par des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Et on propose 2 accompagnements. Le premier, c'est celui quand vous avez une idée. Donc vraiment, c'est le début. Vous avez un projet, vous voulez essayer de vous lancer, etc. Et donc, on propose cet accompagnement-là. Et le deuxième, c'est quand vous êtes déjà immatriculé, vous avez déjà des clients. Et on vous propose l'accélérateur, donc pour booster vos chiffres et accélérer le mouvement. Voilà, maintenant, je vous laisse aller au buffet parce que l'équipe de Go a déjà commencé à se servir. Donc, bon buffet à tous et bonne soirée. Merci madame. Ah bon? Complètement chaos. Comme ça, là.